Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. J'espère que vous allez très bien. Et n'hésitez surtout pas à me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles en partie. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses. C'est très important. On va passer aux choses sérieuses. Chers amis, chers frères, chers parents. Chers amis, on va passer aux choses sérieuses. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir, bonsoir tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit et padrino Camari des Oula mondiale. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation qui se joue à travers le monde. Parce que là où nous partons, nous sommes sur un chemin du non-retour. Il faudrait que ça soit clair, il faudrait que les gens le sachent. Parce que les deux camps sont allés trop loin. Et donc, si un camp recule, c'est comme si ce camp se sentait en position de faiblesse. Et donc, là où ça va, ça monte trop et personne ne veut reculer. Parce qu'il s'agit là de la survie des deux camps. Alors, je ne suis pas d'accord avec certains dirigeants européens, certains dirigeants de l'OTAN. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on a vu comment ils se sont comportés vis-à-vis des autres pays du monde. On a vu comment ils se sont comportés envers certains pays. Ils ont pris des décisions unilatérales dans le passé pour détruire des pays sans l'aval de l'ONU, sans l'aval de qui que ce soit. En disant qu'ils partaient apporter la démocratie parce que c'était des régimes dictatoriaux.
Et donc, il fallait les démettre hein, de leur poste pour apporter la démocratie. Et je peux citer ici, il y a la Somalie, qui est un pays africain. Les Américains ils avaient pris la décision unilatérale d'aller bombarder les Somaliens. C'était dans les années 90. Mais qui était parti aider les Somaliens pour dire, bon, on va faire une coalition parce que c'est inadmissible qu'un pays, soi-disant civilisé, un pays démocrate, un pays qui prône la démocratie à travers le monde, aille détruire un pays africain. Personne n'a branché. Je passe. Mais dans les années 90, c'est trop. La Libye est un pays africain qui était géré par le colonel Mohamed Kadhafi. Ce pays a été détruit dans une coalition française, anglaise et américaine, ainsi que allemande. C'est-à-dire les Allemands, les Français, les Anglais et les Américains. Ils n'ont pas hésité à faire une coalition pour aller sur un autre continent. Ce n'est pas sur le continent européen. Ils ont traversé la mer Méditerranée pour aller tuer un président africain qui était en exercice. Donc il y avait des révolutions de couleur. Et ce dernier ne voulait pas céder la place à ces révolutionnaires. Ils ont dit non, Kadhafi est un dictateur. Il fallait le changer. Donc eux, ils savent où sont les dictateurs, qui n'est pas dictateur. Ils savent qui est démocrate, qui n'est pas démocrate. Dès lors qu'ils te collent une étiquette pour dire, toi, tu n'es pas démocrate, tu es un dictateur, celui-là, il est démocrate, alors c'est fini. Dès lors qu'ils te traitent de dictateur, en ce moment-là, ils agissent et ils s'en vont te tuer. Ils ont arrêté Kadhafi devant le monde entier et ils l'ont livré aux rebelles. Ces rebelles l'ont tué. Et Hillary Clinton, à son temps, elle était la secrétaire de l'État américain. Elle a dit on a fait du bon boulot. Devant le monde entier, ils ont tué Kadhafi. Personne n'a branché. C'était sous le règne de Nicolas Sarkozy et sous le règne en Angleterre de David Cameron. Et en Allemagne, c'était sous le règne d'Angela Merkel. Et aux États-Unis, c'était sous le règne de Barack Obama. Ils n'ont pas hésité à tuer Muammar Kadhafi. Et suite à ça, cela a déstabilisé toute l'Afrique. Quand on parle de djihadisme en Afrique aujourd'hui, c'est à cause de la déstabilisation de la Libye. Mais personne ne voit ça. Je dis bien, personne ne voit ça. Qui les avait condamnés? Qui avait fait une coalition pour dire non, c'est inacceptable? Personne n'en a parlé. Parce qu'ils sont les maîtres du monde, n'est-ce pas? Ok. Ces mêmes gens n'ont pas hésité à intervenir en Afghanistan, soit disant les Afghans cachaient Ben Laden. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ils disent que les Afghans cachaient Ben Laden, qui était recherché par les Américains. Donc il fallait qu'ils interviennent en Afghanistan. Ils sont allés là-bas bombarder les Afghans, déstabiliser tout un pays à cause de Ben Laden. Résultat, ils n'ont pas trouvé Ben Laden dans ce pays. Et ils n'ont pas hésité à occuper ce pays pendant 20 ans. Est-ce que vous le savez? Mais ils ont commencé en 2000. Et c'est en 2000, je ne sais pas, 20 là, ils ont quitté l'Afghanistan. Donc, ils ont bombardé un pays innocent parce qu'ils reprochaient ce pays d'avoir caché un terroriste. Mais est-ce que vous êtes obligé d'intervenir militairement pour déstabiliser ce pays? Il n'y a pas de procédure juridique pour dire, bon, tel le président qui était au pouvoir en Afghanistan, il cache des terroristes et donc nous entamons une procédure internationale. Le jour où il quitte le pouvoir, on va le poursuivre parce que c'est lui qui protège les terroristes. Ça pouvait se faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés tuer des civils gratuitement. Qui avait parlé? Personne n'en a parlé. Je vous montre les crimes qu'ils ont commis en Irak. En Irak, devant l'Assemblée générale de l'ONU, aux yeux de tout le monde, dans les années 2000, début 2000, 2003, le secrétaire d'État américain, c'était qui là? Il brandit une fiole, un petit tube, où il a mis poudre de lait qu'on donne aux enfants biberons là. Il a mis ça dedans. Et il est venu blaguer aux gens. Il dit non, ce sont des substances toxiques.
hein, qu'on utilise pour faire les armes nucléaires. Et que ah, si l'Amérique et ses alliés n'interviennent pas en Irak, l'Irak va se doter d'une arme nucléaire. C'était des mensonges en fait. Ils ont menti au monde entier. Et même ils sont allés loin en façonnant des images satellitaires pour tromper le monde entier. Les gens étaient convaincus que non, réellement les Américains disaient la vérité. Or, c'était des menteurs. Ils partaient là-bas parce qu'ils avaient besoin du pétrole. Donc, ils ont blagué les gens à cause du pétrole en fait. Et ils ont dit Saddam Hussein est un criminel, c'est un dictateur. Ils ont intervenu là-bas. Mes frères, ils ont tué des milliers de morts. Ils ont tué beaucoup d'Irakiens. D'autres disent que non, ils ont tué même 5 millions d'Irakiens. Ils sont allés, ils ont dit choc et froid. Opération, leur opération qu'ils menaient là-bas. Ça s'appelait choc et froid. C'est-à-dire, ils laguaient des tapis de bombes. Civils par civils, ils n'avaient rien à foutre. Ils bombardaient. Il y a eu des milliers de civils qui sont morts. Et ils ont dit non. Ils n'appellent pas ça crime contre l'humanité quand ils tuent les civils. Ils disent que ce sont des dommages collatéraux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand eux ils tuent les civils, ils bombardent, les civils meurent, ils disent que ce sont des dommages collatéraux. Est-ce que vous comprenez? Et ils n'appellent pas ça crime contre l'humanité. Ils disent non, on ne peut pas laguer une bombe sans que la bombe lui fasse des dégâts. Donc ce sont des dommages collatéraux. Et aux yeux du monde entier, ils ont attrapé Saddam Hussein, qui était le dirigeant irakien. Est-ce que vous comprenez? Et ils l'ont pendu, ils ont mis une corde dans son cou. Le jour d'une fête des musulmans. C'est-à-dire, ce jour-là, les musulmans devraient fêter. Je ne sais pas si c'est Tabaski ou Ramadan. Ils l'ont filmé en direct et ils l'ont pendu devant le monde entier, devant les musulmans. Et ils ont gâché la fête de tous les musulmans du monde entier. Et ils étaient heureux. Son corps, personne ne sait où ils ont atterri Saddam Hussein. Ils ont dit non, s'il enterre, le lieu va devenir un lieu de pèlerinage. Il faut le jeter en mer. Non seulement ils l'ont pendu, ils ont pris son corps pour aller donner ça aux requins. Au milieu de la mer, ils ont livré son poisson. Et les poissons l'ont bouffé. Bon, tout ça qui a parlé, je ne vous parle pas des années 40, hein, je vous parle des années 2000. Nous sommes dans les années 2020 aujourd'hui, 2023. Je vous parle des années 2020, 2003. Est-ce que vous comprenez? Mais la Serbie, parlons de la Serbie, qui est au cœur même de l'Europe, parce qu'ils ont dit depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait jamais eu de guerre en Europe. C'est la première guerre que la Russie provoque en Europe. Mais quelles sont ces bêtises? Quels sont ces mensonges? Mais il y a eu une guerre très violente en Europe. La Serbie n'est pas sur un autre continent. La Serbie est un pays européen. Je tiens à vous le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Parce que si on dit la Hongrie fait partie de l'Europe, la Pologne fait partie de l'Europe, la Serbie ne peut pas être en dehors de l'Europe, puisque la Serbie est même au cœur de l'Europe. Mes frères et sœurs, entre 96 et 97, non, c'était vers 96, 97, 99, l'OTAN, je dis bien l'OTAN, cette organisation qu'ils appellent une organisation défensive, mais non une organisation offensive, ce sont des mensonges. L'OTAN a intervenu en Serbie, un petit pays. C'est-à-dire un petit pays, les Européens, ils sont incapables eux-mêmes d'agir ou bien de régler les problèmes de façon politique. Ceux qui connaissent, qui sont les parents de la démocratie, qui sont les parents des trucs de la diplomatie, ils n'ont pas pu régler le problème serbe de façon diplomatique. Ils ont fait une coalition. Votre première puissance du monde, soi-disant Amérique, était obligée d'être dans une coalition pour intervenir en Serbie. La France, l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, c'est moi qui veux citer. Je dis bien, un groupe de pays, c'était un moyen, plusieurs pays. Ils sont allés intervenir en Serbie. Ils ont bombardé la Serbie. Matin, midi et soir, des milliers de bombes pleuvaient sur la Serbie. Mais les Serbes résistaient. Ils n'ont pas lâché prise dès les premiers trucs. Non.
Les Serbes n'étaient pas aidés, ils étaient livrés à eux seuls. Il n'y avait aucun pays qui les aidait. Ils comptaient sur leur propre force. Ils ont résisté pendant, je dis bien pendant des mois. Ils ont résisté pendant 3 mois. Coalition de l'OTAN. Cette coalition agit en Serbie. La Serbie a résisté pendant 3 mois. Mais la Serbie n'est pas plus grande que l'Ukraine. La Serbie n'avait aucune aide extérieure. Elle était livrée à elle seule. Mais les forces de l'OTAN avaient peur d'opérer, de mener une offensive terrestre parce que les forces serbes étaient implantées. Ils attendaient les forces de l'OTAN sur le plan terrestre. Donc eux, ils bombardaient seulement. Et ce qui même les Serbes ont réussi à battre, c'était avions fugitifs, dites au truc, avions fugitifs américains. C'est pour vous dire que ces gens qui vous font croire qu'eux, ils n'ont jamais commis de crime, ils sont les maîtres des crimes. Ils ont commis assez de crimes que quiconque sur cette terre. Le seul pays qui a utilisé les armes de destruction massive dans ce monde-là, mais ce pays-là se trouve où? C'est le père de toute la démocratie, c'est l'Amérique. C'est ce pays-là qui dit démocratie, c'est pas bon de tuer. Ils ont été les premiers à utiliser 2 bombes atomiques sur 2 villes différentes japonaises, Nagasaki et Hiroshima. Bilan 200 000 morts. 2 frappes, 200 000 morts. L'empereur Hirohito, à son temps, il était obligé de signer pour arrêter le conflit. Et donc les Japonais ont négocié pour ne pas que leur empereur ne soit capturé par les Américains. Parce qu'ils avaient encore menacé pour dire, si votre empereur ne se rend pas, s'il ne cesse pas le combat, et que vous, Japonais, vous continuez à mener la guerre contre l'Amérique, on va encore laguer d'autres bombes nucléaires. Donc eux, ils connaissaient que le nucléaire, en fait, quand tu résistes, quand ils veulent te corriger, que tu dis non, et qu'ils voient, ils utilisent la force, et qu'ils voient que non, tu résistes en face, ils n'arrivent pas. À leur fin, ces bombes nucléaires, ils utilisent. Et ils ont été les premiers pays, ils ont été le premier pays au monde à avoir utilisé cette bombe. Donc, si ces mêmes personnes disent non, la Russie fait du chantage nucléaire, non, 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 c'est eux qui font du chantage nucléaire. Parce que même la guerre de la Corée, ils voulaient encore utiliser l'arme nucléaire face à la Corée du Nord. Si vous ne le savez pas, oui, le général américain qui menait les opérations, quand il voyait que l'armée américaine était en train d'être fessée sur le champ de bataille, il avait proposé aux dirigeants américains de son temps, je ne sais pas si c'était un truc Kennedy ou bien quoi là, je ne sais pas, j'ai oublié son nom là. Il disait que non, ils n'ont qu'à lui donner l'ordre, il va utiliser l'arme nucléaire. Parce que sur le terrain, ça tourne mal pour l'Amérique. Heureusement que Joseph Staline était encore au devant de l'URSS, qui a lancé un message pour dire, si vous laguez une bombe atomique, et que les substances de l'arme nucléaire que vous allez lancer traversent la frontière pour toucher l'Union soviétique sera dans l'obligation de riposter avec des armes nucléaires face à l'Amérique. Alors les Américains ont dit, il y a 2 grandes puissances qui entourent la Chine, dotées d'armes nucléaires. C'est-à-dire, donc la Chine n'avait pas encore l'arme nucléaire, mais l'URSS possédait l'arme nucléaire. Et la Chine était, en matière de population, elle avait la masse populaire. Ils ont dit, bon, il faut faire très attention parce que autour de la Corée, il y a 2 grandes puissances qui sont là. Et donc, si on utilise l'arme nucléaire, ça risque de dégénérer et l'Amérique va payer sa chaîne. Voilà pourquoi ils avaient refusé. Sinon, si la Corée du Nord était isolée et n'était pas entre 2 grandes puissances, ils allaient encore utiliser l'arme nucléaire. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ces gens qui se font passer pour des démocrates, en réalité, c'est ça qu'on appelle la dictature. Qu'est-ce que c'est que la dictature? Un dictateur, c'est celui qui veut que tu fasses ce que lui te demande de faire. Lorsque tu refuses de faire ce qu'il te demande de faire,
il prend des sanctions ou bien il intervient militairement pour t'enlever au pouvoir, c'est un dictateur, c'est un autocrate. Un dictateur ne veut pas qu'on le contredise. Et donc, ce sont ces gens-là qui se mettent dans une posture des défenseurs de la démocratie. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je pense que ceux qui m'écoutent, ils comprennent bien. C'est-à-dire, ce sont les termes. Ils savent bel et bien manipuler le langage. Quand c'est la Russie, on dit c'est crime contre l'humanité. Quand c'est eux qui tuent les civils, ils disent non, ce sont des dommages collatéraux. Est-ce que vous comprenez les termes? Ok. Vous comprenez comment ils jouent avec les mots? Parlons de ce qui se passe en Ukraine. Quand l'armée russe prend une ville, on dit non, l'armée ukrainienne a cédé cette ville pour mieux se positionner. Mais quand c'est la Russie qui perd une ville, on dit non, les Russes ont essuyé une très grande défaite. Une très grosse défaite. Vous comprenez? Ils jouent avec les mots en fait pour toujours se donner raison. Eux, ils ont commis les plus grands crimes du monde, de l'humanité, depuis que le monde a été créé. Mais on ne parle même pas du Vietnam. Les Américains ont utilisé des substances toxiques qu'on appelle l'agent orange. Parce que les Vietnamiens résistaient face à l'Amérique. J'ai dit, la guerre du Vietnam, les Américains, ayant des difficultés sur le terrain militaire, ont utilisé des armes toxiques appelées agents orange. Jusqu'à aujourd'hui, là, ces armes causent encore des dommages sur la population vietnamienne. C'est-à-dire, il y a des femmes qui accouchent, il y a des enfants qui ont 2 têtes, un bras, 3 pieds, et ils naissent comme ça à cause de ces trucs, de ces agents orange que les Américains avaient utilisés là-bas. L'objectif, c'était d'en terminer, de finir avec l'armée vietnamienne qui résistait, qui ne cédait pas, qui s'affrontait à l'armée américaine. Et qui a jugé l'Amérique? Les Occidentaux ont applaudi, ils étaient heureux. Les Américains étaient heureux. Qui a créé une justice internationale pour juger ces crimes? Mais tout dernièrement, je viens, excusez-moi 1 minute. Désolé, je suis de retour. On va poursuivre. Tout dernièrement, on peut parler de l'Ukraine, on peut parler même de la Syrie. Est-ce que vous comprenez? Aux yeux du monde entier, le régime de Bachar al-Assad était opposé à des barbus. Quand on dit barbus, on parle des terroristes, des djihadistes, État islamique. Mais les Occidentaux étaient opposés au régime de Bachar al-Assad. Eux, ils étaient dans le camp des barbus. Ils soutenaient les terroristes. Et ils disaient que non, il y avait des terroristes modérés et des terroristes non modérés. Vous comprenez comment ils jouent avec les mots? Quel terroriste qui est modéré et qui n'est pas modéré? Ils disent non, eux, ceux qui soutenaient, ils étaient modérés. Mais les autres, ils n'étaient pas modérés. Et que Bachar al-Assad n'a qu'à quitter le pouvoir pour
donner le pouvoir aux terroristes qui, eux, ils sont modérés. Vous avez déjà vu ça? Et ils ont financé ces gens, ils les ont entraînés devant le monde entier. Mais c'est un crime. C'est un crime pour soutien au terrorisme. Des gens qui tuent des gens, qui coupent aux têtes, des gens qui font n'importe quoi. Vous les soutenez au grand jour. Et même Laurent Fabius avait dit qu'ils font du bon boulot aux yeux du monde entier. Mais qui avait piqué? Si ces terroristes prenaient le pouvoir, l'objectif c'était de déstabiliser l'Iran. Est-ce que vous le savez? L'objectif, c'était de prendre la Syrie. Et par la suite, une fois qu'un État islamique était rétabli en Syrie, alors ils allaient utiliser ce territoire pour mener des attaques sur l'Iran, déstabiliser l'Iran. C'était ça le plan. Et de là, ils allaient étendre leur influence dans d'autres États. Bachar al-Assad étant en difficulté, a demandé de façon légale. Il y avait l'armée russe, il y avait une base militaire russe en Syrie quand cela se passait. Mais la Russie n'avait pas intervenu. Elle était là parce qu'elle n'avait pas encore reçu d'ordre de la part du gouvernement légal syrien. Donc la Russie ne s'est pas mêlée des affaires intérieures de la Syrie. C'est quand Bachar al-Assad, voyant que la situation était incontrôlable, et qu'il voyait que non, ces gens qui luttaient contre eux, contre lui, ce n'étaient pas des gens, des plaisantins, mais c'était des gens, des professionnels qui avaient été entraînés par l'Occident, armés jusqu'aux dents. C'est là qu'il a demandé l'aide de la Russie. C'est ainsi que l'armée russe a décidé d'intervenir. Mais l'armée russe n'est pas partie là-bas n'importe comment. La Russie a envoyé les Tchétchènes, qui eux aussi ils sont musulmans, qui prient aussi Allah. Oui, pour ne pas que demain on accuse la Russie d'avoir envoyé des chrétiens dans un pays musulman pour tuer des musulmans. Donc, parce que vous savez qu'en Russie, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a toutes sortes de religions, il y a des athées. Donc, les Russes avaient envoyé la police militaire tchétchène. Donc, ce sont les Tchétchènes qui sont en Syrie, qui prient comme les trucs, donc ils se connaissent. C'est eux qui ont aidé le pouvoir de Bachar al-Assad à ne pas tomber, avec leur aviation. Et aussi, le groupe Wagner avait participé sur les combats terrestres. Donc, Wagner, c'est un groupe paramilitaire très professionnel qui a permis à Bachar al-Assad de rester là. Et les Occidentaux ayant perdu cette confrontation, ils n'ont pas pardonné à Poutine. Mais le coup d'État qu'ils avaient fait en 2014 pour renverser le dirigeant qui était là. Le dirigeant qui était là, quand on disait non, c'était un dirigeant pro-russe. En réalité, il n'était pas pro-russe que ça. C'était un dirigeant qui jouait l'équité des deux blocs. C'est-à-dire, il ne voulait pas balancer d'un bloc à un autre. Donc, lui, il maintenait l'Ukraine comme un État neutre qui jouait les deux rôles. C'est-à-dire, il faisait des affaires avec l'État russe, il faisait des affaires avec le bloc occidental. Eux, ils ne voulaient pas ça. Ils ont dit non, tant que tu ne coupes pas tes affaires avec l'État russe, ça veut dire que tu es pro-russe. Soit tu signes des accords avec l'Occident pour dire à partir d'aujourd'hui, tu fais tout avec l'Occident et tu coupes tous les liens avec la Russie. Ayant refusé cette proposition, ils ont dit bon, si c'est le cas, tu vas sauter. C'est ainsi qu'ils ont organisé la révolution orange. Même les Américains, des hauts responsables américains, ils quittaient aux États-Unis pour aller mobiliser les militants, les manifestants. Est-ce que un autre État dans ce monde peut accepter, c'est-à-dire les États européens? Imaginons que la population manifeste et des hauts dirigeants politiques d'un autre État quittent là-bas pour venir encourager les manifestants d'un pays européen ou bien aux États-Unis. Mais ils vont dire que ce sont des gens qui s'immiscent dans les affaires intérieures de leur pays. Et donc, il faut les mettre en prison. Ils vont les arrêter tout de suite. Ils vont dire que c'est une déclaration de guerre. Ils vont les arrêter tout de suite, on les mettre en prison. Mais eux, ils se permettent d'aller faire ça dans un autre État. Ils appellent ça la démocratie, soutenir la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est paradoxal. Quand ils parlent
Tout ce qu'ils font, c'est normal. Ce que les autres font, non, 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 c'est anormal. C'est ainsi qu'ils ont fait le coup d'État. Leur objectif, c'était de récupérer la mer Noire. C'est-à-dire l'OTAN veut, coûte que coûte, créer des bases navales dans la mer Noire pour empêcher la Russie d'avoir des flottes au sein de la mer Noire. Ce qui fait que la Turquie, étant un État membre de l'OTAN, a un contrôle sur la mer Noire. Alors l'Ukraine, faisant partie aussi de l'OTAN, c'est ce qu'ils veulent, va permettre aux pays membres de l'OTAN de créer des bases militaires tout autour de la mer Noire et dans la mer Noire. Et donc, du coup, ce qui va faire que la Russie n'aura plus, quoi que ce soit à dire, parce qu'ils vont menacer les bases militaires russes. Et même, ils vont dire à Sébastopol, dans la Crimée, ça appartient à l'Ukraine. Donc, l'Ukraine n'a qu'à chasser la flotte militaire russe là. Donc, ce qui va faire que la Russie n'allait même plus avoir de flotte. Et donc, la mer Noire allait être contrôlée à 100% par l'OTAN. Une fois contrôlée à 100% par l'OTAN, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient mettre la Suède et la Finlande au sein de l'OTAN pour couper cette mer de Barents. Je ne sais pas si c'est la mer de truc Barents ou quoi là. Pour couper ça et dire que cette mer appartient à l'OTAN, aux pays membres de l'OTAN. Et donc, objectif, ce qu'ils visaient, c'est d'empêcher la flotte militaire russe qui se trouve dans la ville de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire la base navale russe qui se trouve dans la ville de Saint-Pétersbourg, à ne plus avoir de flotte. Et donc, les Russes allaient évacuer leurs navires là-bas. Et c'est ce que la Lettonie veut faire. La Lettonie dit qu'elle veut bloquer cette mer qui passe, qui permet à la flotte qui se trouve à Saint-Pétersbourg, Leningrad, en Stalingrad, qui permet à cette flotte de faire la liaison avec Leningrad et Stalingrad. La Lettonie veut bloquer là-bas. Et donc, c'était ça leur objectif. Donc, empêcher la Russie d'avoir des flottes militaires du côté occidental de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Et deuxième objectif, c'était de pousser aussi le Japon à négocier avec la Russie pour que la Russie cède les îles Kuriles. Une fois cédé, ça allait passer sous le contrôle japonais. Alors, suite à ça, l'Amérique allait créer des bases militaires là-bas. Donc, pour bloquer la Russie, à ne plus avoir accès à la mer. Ce qui va faire que la Russie n'allait plus avoir de flotte militaire. Donc, une fois que la Russie n'aura plus de flotte militaire, elle sera une puissance terrestre uniquement. Donc, pour entrer dans sa zone, elle ne pourra plus menacer des navires militaires américains et les pays membres de l'OTAN. Et leur objectif aussi, c'est de tout faire pour que le Taïwan rejoigne l'OTAN. Et suite à ça, ils vont bloquer la Chine de l'autre côté pour ne plus avoir accès à la mer. Parce qu'ils vont dire non, cette partie appartient à Taïwan. Et donc, comme Taïwan est membre de l'OTAN, alors l'OTAN a le droit de déployer sa force militaire dans la zone. Et donc, si les navires chinois veulent passer, ils vont dire non, c'est une menace pour la flotte militaire de l'Alliance. Et donc, les navires chinois n'ont pas le droit de traverser dans tel endroit ou tel endroit. Et donc, c'était ça leur stratégie en fait, leur vision. Mais Poutine avait déjà compris cela. Donc, suite au coup d'État, il a pris la Crimée automatiquement pour sécuriser ça. Pour dire si c'est ça, vous guettez là, ça appartient d'abord à la Russie. Donc, il a sécurisé la Crimée. Et ils n'ont pas cautionné ça parce que leur souhait, c'était de prendre la Crimée, chasser la flotte russe là, pour que cette Crimée devienne à 100% ukrainienne. Pour que, une fois chassée, alors l'OTAN allait installer sa base militaire, sa base navale là-bas. Donc, à partir de 2014, ils ont commencé à former l'armée ukrainienne. Est-ce que vous comprenez? Il y avait 3000 instructeurs. Bon, pour former les gens, là, vous avez besoin de 3000 instructeurs des pays membres de l'OTAN en Ukraine. 3000 personnes, c'est beaucoup, hein?
pouvez dire, bon, on veut former l'armée ukrainienne, on envoie au moins 200 militaires, des spécialistes pour les former. Mais vous envoyez jusqu'à 3000. C'était pour faire quoi? Former des militaires ukrainiens, 3000 trucs personnes. Ah, mais 3000 personnes, ils peuvent même défendre toute une ville. Donc, ils avaient déjà commencé à préparer l'Ukraine. Préparer l'Ukraine, l'objectif c'était d'attaquer la Crimée en fait. Attaquer la Crimée. Est-ce que vous comprenez? Et Poutine avait compris, voilà pourquoi il a créé un pont entre la Crimée et le reste de la Russie pour permettre à la Crimée d'avoir de la logistique au cas où il y a un problème. Donc les pays membres de l'OTAN préparaient déjà l'armée ukrainienne, ils avaient déjà envoyé des instructeurs et même des mercenaires avant que Poutine ne lance son opération spéciale. Pour ceux qui ne savent pas, donc n'écoutez pas les médias occidentaux qui font de la propagande et mentent à longueur de journée pour dire que c'est Poutine qui a créé la guerre. Non, 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 non. Quand, si vous regardez dans l'histoire américaine, leur souhait, ils ont toujours souhaité prendre l'Ukraine. C'est-à-dire l'Ukraine n'a qu'à être le 51e État des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire l'Ukraine n'a qu'à être membre de l'OTAN. Ils ont toujours souhaité ça. Et que s'ils parviennent à prendre l'Ukraine au sein de l'OTAN, avec la Biélorussie, c'est fini. La Russie ne va plus être une puissance qui va intimider qui que ce soit. Vous n'avez pas vu en Biélorussie? Je ne sais pas, en 2020-2021, là, il n'y a pas eu de manifestations. Une femme qui était soutenue par les pays membres de l'OTAN. Heureusement que Poutine a eu le soutien de Lukashenko a eu le soutien de Poutine. Cette dernière a fui pour venir dans les pays membres de l'OTAN. Donc, c'était un coup d'État qui se préparait là-bas. L'objectif, c'était de prendre la Biélorussie, prendre l'Ukraine, pour bloquer la Russie totalement. Ce qui allait provoquer l'isolement de cette petite partie de la Russie. Je ne sais pas si c'est Leningrad. Ça allait isoler cette petite partie. Et à l'avenir, ils allaient dire, bon, ils vont lancer une guerre contre cette partie pour que l'Allemagne puisse prendre la partie. Parce que tant que la Biélorussie n'est pas prise, la Biélorussie n'est pas sous contrôle de l'OTAN, ils ne peuvent pas lancer une opération contre Leningrad qui est entre la Pologne et la Lituanie qui est au milieu là-bas. Ils ne peuvent pas lancer d'opération parce que s'ils lancent une opération, la Biélorussie pourra permettre à la Russie d'envoyer des forces sur son territoire pour frapper du côté de la Lituanie pour aller aider Leningrad. Donc, vous comprenez, la géopolitique est très complexe. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont commencé à former les soldats ukrainiens et tout. Ils ont commencé à les armer jusqu'au temps. Pendant ce temps, l'OTAN n'était pas encore prête. Parce que les Alliés n'avaient pas encore assez d'armes pour faire face à la Russie. Ils connaissaient la puissance militaire russe parce que c'était une puissance qui avait été héritée de l'Union soviétique. Donc la Russie disposait d'assez d'armes et l'OTAN n'était pas encore prête. D'où l'intervention d'Angela Merkel et de François Hollande. Ils ont fait comprendre à Poutine que non, il faut signer des accords de Minsk pour apporter la paix dans le Donbass et cela. Ils ont menti à Poutine et l'accord a été signé. Ils ont même envoyé ça à l'ONU, devant le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Devant le monde entier. L'ONU n'est pas leur truc au joujou. Ils ont envoyé ces accords à l'ONU. L'Amérique n'a pas mis son veto. L'Angleterre n'a pas mis son veto parce que c'était un deal en fait. C'était un double jeu qu'ils avaient fait. Et cet accord a été certifié par l'ONU. Est-ce que vous comprenez? Donc, aux yeux du monde entier. Et aujourd'hui, Angela Merkel, de sa propre bouche, elle témoigne. François Hollande, de sa propre bouche, témoigne pour dire non, ces accords-là, ce n'étaient pas des vrais accords, qu'ils avaient menti pour gagner du temps, pour pouvoir armer l'Ukraine, préparer l'Ukraine, et aussi pour que l'OTAN puisse se préparer pour faire la guerre contre la Russie. Donc, vous comprenez, donc, devant le monde entier, ils reconnaissent qu'ils ont blagué le monde entier en disant que non, l'ONU n'a qu'à certifier ça parce que c'est un vrai accord de paix. Donc, ils reconnaissent que non, ils ont menti au monde entier. Donc, ce sont des menteurs.
Et que c'était pour gagner du temps, pour s'armer et préparer l'Ukraine à faire la guerre contre la Russie. Ça mérite des comptes à demander. Si c'était dans d'autres trucs, s'ils étaient réellement sérieux au nom de la démocratie, ils allaient convoquer Angela Merkel et François Hollande. Pour dire, donc, on vous dit quoi? Vous avez menti et vous avez utilisé l'ONU pour armer l'Ukraine et provoquer cette guerre. Ah, donc, c'est vous qui êtes à la base de ça parce que si ces accords de Minsk avaient été appliqués, il n'allait pas avoir ce bazar qu'il y a en Ukraine. Donc, vous avez refusé intentionnellement à faire appliquer ces accords par le régime de Kiev. Parce que pour vous, il fallait que Kiev soit prêt. Il fallait que l'OTAN soit prête. Et donc, c'était pour baratiner Poutine. Et eux-mêmes, ils reconnaissent. Donc, ce sont des menteurs. Et même, vraiment, le ministre de la Défense ukrainienne, tout récemment, il a tenu une interview. Il dit au début, quand la Russie a lancé l'opération spéciale, Kiev avait commencé à négocier avec la Russie. Que ce n'était pas de vraies négociations. Eux, ils voulaient gagner du temps. Donc, ils ont demandé à la Russie de retirer leurs troupes parce qu'ils sont prêts à signer un accord de paix. Et la Russie a retiré ses troupes auprès de Kiev et tout. Mais c'était pour gagner du temps, pour recevoir les armes occidentales. Donc, vous comprenez, ces gens-là, ils ne sont jamais sérieux en fait. À chaque fois qu'ils disent ils veulent un accord, ça veut dire c'est pour gagner du temps. Donc, ils disent ça au grand jour. Et dans ça, les gens les supportent. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour la paix. Ils n'en ont rien à foutre de la paix. Parce que eux, ils disent non, ils signent des accords pour gagner du temps et après s'armer pour revenir faire la guerre. Quand ils sont en mauvaise position, ils veulent des accords. Quand on leur donne les accords, ils gagnent du temps, ils s'arment et puis ils reviennent, ils disent non, les accords, nous, on ne veut pas les appliquer. Souvent, quand ils sont en mauvaise posture, ils disent bon, on va négocier, mais pour négocier et tout, on est prêt à signer, mais retirez vos troupes, hein, éloignez-les un peu pour que ça puisse nous donner une assurance, on va signer et tout. Dès que vous les retirez, ils disent bon, nous, on ne signe plus, on n'est plus pour l'accord, on veut la guerre maintenant. Et ils récupèrent les positions qu'ils avaient perdues, que vous occupiez. Ils prennent ces positions et puis ils disent bon, nous, on ne signe plus d'accord, on veut la guerre. Donc, ce sont des gens qui sont comme ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici des gens qui sont comme ça. Et le problème qui se passe en Ukraine, pour ceux qui pensent que l'Ukraine fait face à la Russie elle seule, mais c'est des gens qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux. C'est des gens qui sont encore ignorants. C'est des gens qui ne savent pas ce qui se passe. L'Ukraine seule ne peut pas résister face à la Russie. Non, 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 non. Le rouleau compresseur russe, l'Ukraine seule ne peut pas. Même depuis le début, il y avait déjà des mercenaires des pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire les soldats spéciaux des pays membres de l'OTAN étaient déjà en Ukraine. Ils sont là-bas. Et l'État ukrainien a toujours bénéficié de l'aide militaire des pays membres de l'OTAN en renseignement. C'est eux qui donnent le renseignement satellitaire, humain et tout. C'est eux qui apportaient la guerre électronique à l'Ukraine. C'est eux qui ils ont tout apporté à l'Ukraine. L'argent, les armes, formation, même de la main d'œuvre humaine. Ils ont tout donné à l'Ukraine. Et puis, ils continuent toujours. Donc, vous, quand vous dites, ah, petit Ukraine, la Russie ne peut pas. Mais vous rêvez ou quoi? Vous êtes dans quel monde? Malgré leurs aides qu'ils apportent à l'Ukraine, la Russie avance. Et quand la Russie avance, ça préoccupe les États occidentaux, les pays membres de l'OTAN. Ils font des réunions. Mais si vous pensez que l'Ukraine est seule face à la Russie, ils font quoi? À la base américaine, en Allemagne, quand ils font des réunions pour dire non, nous sommes confrontés, il faudrait qu'on chasse la Russie. Il faudrait qu'on chasse la Russie du territoire ukrainien. Mais vous dites, vous n'êtes pas impliqué. Vous faites des réunions contre un État et vous dites, il faudrait qu'on chasse. Et que si l'Ukraine perd, c'est nous qui avons perdu, c'est la démocratie qui a perdu. Mais
Officiellement, ils ne sont pas en guerre. Mais officieusement, ils sont en guerre. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné aux Ukrainiens qui reste? Parce que les avions soviétiques que les pays membres de l'OTAN ils ont donné tout à l'Ukraine. Même les Américains sont allés chercher des avions dans d'autres pays qui n'appartiennent même pas à l'OTAN, qui sont même en dehors même de l'OTAN. Ils sont allés chercher les avions que la Russie même avait vendus à ces pays-là, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont des traîtres en fait. Par exemple, le Maroc. Le Maroc fait partie de ce bloc. Donc, vous comprenez, un pays africain s'associe aux pays membres de l'OTAN pour fournir des armes. Je comprends pourquoi il y avait des mercenaires marocains en Ukraine qui aident les Ukrainiens. Le Maroc a donné ses chars que la Russie leur avait vendus. Le Maroc donne ses chars à l'Ukraine pour aller tuer des Russes. Mais regardez-moi des conneries comme ça. La Russie est alliée des trucs de l'Algérie. Vous étiez menacés. Il n'y avait personne pour vous donner des armes. La Russie vous a vendu des armes pour éviter qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et ces armes vous ont protégé. Est-ce que vous comprenez? Même ces armes, vous avez utilisé ça quand il y avait la guerre entre le Maroc et l'Algérie. Ces armes vous ont aidé à un moment donné de votre histoire. Aujourd'hui, la Russie fait face à ce bloc. Et vous prenez ces armes pour dire, tenez, allez-y tuer des Russes. Mais on est dans quel monde? Quelles sont ces bêtises? Quelles sont ces bêtises? C'est comme la Grèce. Vous voyez, il y a des pays qui sont des traîtres. C'est comme la Grèce. La Turquie faisait la guerre à la Grèce. Les États occidentaux refusaient, je dis bien refusaient d'armer la Grèce. Est-ce que vous comprenez? Même l'Amérique ne voulait pas aider la Grèce. C'est la Russie qui est venue en aide à la Grèce, en donnant même des systèmes S-300 à la Grèce pour protéger son espace aérien contre les avions turcs qui avaient des avions américains F-16. Et donc, suite à ces batteries de défense, les avions turcs ne pouvaient plus aller dans l'espace aérien grec. Les Russes avaient donné des armes lourdes aux Grecs pour se protéger contre l'envahisseur turc. C'est ce qui a fait que la Turquie s'est arrêtée en Chypre. Après une partie de Chypre et l'autre partie de Chypre, la Grèce contrôle là-bas. Et la guerre s'est arrêtée. Aujourd'hui, c'est la Grèce maintenant qui donne des armes à l'Ukraine pour aller tuer des Russes. Vous comprenez le monde? Vous comprenez? C'est comme si Bachar al-Assad, que la Russie a aidé, c'est un exemple qui était combattu par les Occidentaux. Se lever un bon matin pour dire, bon, Ukraine, tenez les armes, allez-y tuer des Russes. Même je prends le cas d'Israël. Vous le savez, Israël, l'URSS a été le premier pays au monde, parce que c'était une fédération, a été le premier pays au monde à reconnaître l'État d'Israël. Même les Européens ne voulaient pas, les Américains refusaient. Est-ce que vous le savez? L'URSS, quand Israël a été créé, c'est l'URSS qui a plaidé à l'ONU pour que l'État d'Israël soit reconnu en tant qu'État aux yeux du monde entier. Et l'URSS avait protégé Israël en son temps. Et suite à ça, la France est venue, et c'est la France qui a donné l'arme nucléaire à Israël. Et suite à ça, les Anglais sont venus, et maintenant les Américains. Aujourd'hui, la Russie fait face aux Occidentaux. Mais vous, Israéliens, vous devez dire, bon, nous, on veut être neutres. Parce que dans notre histoire, dans notre existence, quand même, l'URSS a permis à ce que nous, notre État soit fondé. Parce que c'est l'URSS même qui a créé l'État d'Israël. Allez-y, regardez dans l'histoire, vous verrez. Et ceux qui sont rentrés en Israël, là, la plupart viennent de la Russie, hein, de la Fédération de Russie. Il y a beaucoup de juifs russes qui sont en Israël. Pour ceux qui ne le savent pas,
Mais aujourd'hui, c'est Israël qui est dans l'Ukraine face à la Russie. Mais il n'y a pas eu de guerre entre l'Iran et Israël parce que la Russie a fait la médiation. Quand le Hezbollah s'approche des frontières israéliennes, quand l'Iran s'approche, c'est la Russie qui dit non, je ne veux pas de trucs en confrontation et tout, et devient un état tampon entre l'Iran, le Hezbollah et Israël. Aujourd'hui, ils passent derrière et puis ils s'en vont donner des trucs à la truc, comment on appelle ça, à l'Ukraine pour dire tuer des Russes. Et quand la Russie dit bon, ce qui nous liait, ce qui nous poussait à ne pas armer l'Iran, vous venez de franchir cette ligne, donc dorénavant, on va armer l'Iran. Et vous criez, la sécurité d'Israël est en danger. Et vous dites à Poutine, non, il ne faut pas armer l'Iran, mais à quoi vous jouez? Si vous ne voulez pas que Poutine donne des avions à long rayon d'action, qui peuvent donner aussi la capacité aérienne, parce que la force d'Israël, c'est la capacité, c'est la force aérienne. Mais la Russie aussi peut donner à l'Iran la force aérienne. Peut aider l'Iran aussi à avoir l'arme nucléaire. Si les Russes veulent faire chier les autres pays qui sont aux alentours de l'Iran, quand la Russie veut prendre, non, c'est notre sécurité, nous sommes en danger. Mais si vous êtes en danger, quand il y a un tel conflit, vous restez à l'écart. Vous savez que dans votre histoire, tout le monde vous a aidé. Que ce soit l'URSS, que ce soit la France, l'Angleterre et l'Amérique. Donc, si entre eux, ils ne s'attendent pas et qu'ils vous demandent de vous immiscer dans, vous dites non, nous, on préfère rester à l'écart. On ne veut pas se mêler là-dedans. Parce que dans notre histoire, chaque pays, vous qui vous affrontez là, vous nous avez aidés dans notre passé. Donc, vous restez à l'écart. Vous ne vous mêlez pas de ces histoires. Même face à la pression américaine, ils doivent vous dire non. C'est Israël qui prend les décisions en Amérique parce qu'il y a des juifs pro-israéliens qui sont très puissants, qui sont aux États-Unis, c'est eux qui prennent les décisions là-bas. Donc, l'État d'Israël a eu une très grande influence sur l'Amérique. Il ne peut pas dire les Américains les menacent. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, voici un peu la réalité. Mais là où nous partons, c'est que, c'est-à-dire, ils ont fait des réunions dans ces temps-ci, ils disent, bon, eux, ils vont envoyer des avions de guerre maintenant en Ukraine, des avions de guerre de l'OTAN en Ukraine. Bon, vous savez, c'est en mangeant petit à petit que l'appétit vient. Tu manges un peu, après tu demandes encore plus, tu demandes encore plus, tu demandes encore plus. Petit à petit, ce qui était caché, ça se dévoile. Aujourd'hui, ce sont des chars. Demain, ils disent non, ils vont envoyer des avions. Ah, et après, c'est quoi? Parce que si ces chars dont ils chantent, ils font les éloges, n'apportent pas les résultats qu'ils attendaient, escomptés, demain, là, ils vont faire quoi? Ils vont dire, bon, on va envoyer des avions de chasse. Si ces avions de chasse n'apportent pas leurs preuves sur le terrain et que les systèmes de défense russes les abattent un à un, ils vont dire quoi? Non, on va envoyer des soldats. C'est comme ça, petit à petit. Vous savez, nous partons vers une guerre qui va dégénérer. On va vers une guerre qui va dégénérer. Et si cela arrivait, ce sont les Occidentaux qui auront provoqué ça. Parce que si les accords de Minsk étaient respectés, tout ça n'allait pas arriver. Quand la Russie demandait aux pays occidentaux et l'OTAN de lui garantir sa sécurité en 2021, novembre-décembre 2021, quand la Russie faisait les démarches pour sa sécurité, parce qu'elle se sentait menacée par l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN fait? L'OTAN fait balader la Russie pour dire, foutez-nous le camp, on ne négocie pas de sécurité avec vous. Lui qui veut y rentrer au sein de l'OTAN, ce n'est pas à la Russie d'imposer quoi que ce soit. Si tout ça avait été négocié auparavant, ce qui se passe en ce moment n'allait pas arriver. C'est une volonté délibérée de l'OTAN et des pays occidentaux à vouloir, coûte que coûte, adhérer l'Ukraine et décomposer la Russie en petits morceaux.
en miettes, prendre ses ressources, hein, la dénucléariser, parce que si la Russie est disloquée, ça va créer des petits États. Et donc, ces petits États n'auront plus le droit d'avoir des armes nucléaires. Parce qu'ils vont dire, bon, on vous a battu militairement, donc c'est nous qui décidons, on va vous dénucléariser et puis c'est fini. Prochaine étape, c'est la Chine. Et donc, les Chinois ne sont pas gaous. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots. Ils voient ce qui se passe. Pourquoi je dis que l'Occident risque de perdre ce qui se passe? Vous savez, l'Occident est en train de se désarmer petit à petit. L'Occident est en train de se désarmer petit à petit. Pourquoi Poutine n'a pas encore demandé à ses alliés d'intervenir et tout? C'est stratégique. Mais un jour, un moment viendra où ça va déborder. Pourquoi les alliés de Poutine n'interviennent pas? Parce que la Russie n'a pas déclaré officiellement qu'elle est en guerre. Elle dit que c'est une opération spéciale. Et Poutine maintient cette histoire d'opération spéciale. Parce que Poutine ne veut pas que ses alliés rentrent aussi dans la danse. Il faudrait que les gens le sachent. Tant que la Russie ne dit pas officiellement que nous sommes en guerre, et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une guerre généralisée, les alliés de la Russie ne vont pas se mêler là-dedans. Eux, ils vont regarder, ils vont dire, bon, c'est une opération spéciale. Ce sont les Occidentaux qui disent, eux, ils sont en guerre, hein, la démocratie est en danger, ils font des réunions pour des armes, ceci, cela, pour gagner et chasser la Russie. Mais la Russie dit, nous sommes en opération militaire. Ok. Pourquoi j'ai dit le camp russe va gagner? C'est-à-dire les alliés de la Russie, eux, depuis ce qui se passe, ça fait 1 an bientôt, ils n'ont même pas encore dépensé leurs armes. C'est-à-dire leurs armes sont bien gardées. Ça y est au chaud. Quant à ceux d'en face, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN, ne font que dépenser leurs armes, ne font que se désarmer pour envoyer en Ukraine. Parce que ce qu'ils ont dit, chars léopard et tout ça, ces chars sont déjà en Ukraine. Hein. C'était des trucs de la comédie, ils jouaient. En réalité, ces chars étaient déjà en Ukraine. Et ils ont vu un autre lot qui partait en Ukraine, en fait. Aujourd'hui, ça a été filmé depuis la Pologne, qui partait déjà en Ukraine. Et quand ils disent que non, il faut former les Ukrainiens, non, ce sont des mensonges. Ces chars vont être pilotés par des spécialistes des pays membres de l'OTAN. Est-ce que vous le savez? Mais officiellement, ils disent non, il faut former les Ukrainiens. Mais en réalité, ces chars sont déjà en Ukraine. Ils n'ont même pas encore formé l'équipage. Vous n'avez pas encore formé les gens. Ce n'est pas où il y a la guerre, où il y a le conflit. L'Ukraine qui fait face à la Russie, ce n'est pas là-bas où vous allez former des gens. Si vous étiez sérieux et que vous dites que non, vos éléments ne sont pas impliqués dans le conflit, vous devriez prendre ces Ukrainiens, les former sur votre terre et les envoyer. Mais pendant que vous êtes là, faites vos grimaces, ils ont même, il y a des vidéos qui attestent bien que les chars léopards étaient déjà en Ukraine. Ça participe déjà à la guerre, en fait. Ça participe déjà à la guerre. Donc, tout ce qui se passait derrière là, pour dire on va prendre des décisions, non, c'était des conneries. C'est pour endormir les gens. Parce qu'ils se disent que non, si ils décident aujourd'hui, pour dire on va amener ça aujourd'hui, les Russes vont attendre ces chars pour les détruire. Donc, ils envoient ça d'abord et après, derrière, ils disent non, il faut amener, non, il ne faut pas amener. Et puis, ils sont là à lutter pour faire croire au monde entier, à l'opinion publique, que non, ils n'ont pas encore livré ces chars et voir la réaction de leur population en question. Mais en réalité, sans même avertir leur population, ils envoient déjà ça. Donc, ils avaient déjà envoyé ça. Donc, ce qui vient derrière et puis ils disent non, il faut l'aval de trucs de l'Allemagne, ça, c'était pour envoyer encore un autre lot. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Mais après les chars, parce que les chars ne vont rien changer sur le terrain, puisque ces chars participent déjà d'autres équipes. L'Amérique, les Abrams, là, ne sont pas les seuls chars que les Américains ont. Ils avaient déjà envoyé d'autres chars, hein, les Américains. Les Brantley ou bien quoi là, ils ont envoyé plusieurs chars américains qui participent. Mais face à ça, la Russie avance. L'armée russe progresse. C'est ce que les gens ne vous diront pas. Donc, ce n'est pas le Léopard qui va changer tout.
les léopards. D'autres sont déjà là-bas et d'autres vont suivre. Au total, hein, les pays qui veulent donner, au total, ils ont 3000 chars. Ah, s'ils veulent donner tous leurs 3000 chars, c'est eux qui ne vont plus avoir d'armes. Ils vont se défendre comment? Eux là, ils vont se défendre comment? Donc, n'oublions pas que depuis le début, la Russie a déjà détruit 7500 chars ukrainiens. J'ai dit 7700 chars ukrainiens. Tout ça n'appartenait pas à l'Ukraine seule. Mais les chars que les pays occidentaux ont donnés à l'Ukraine, c'est qu'ils sont allés chercher dans d'autres pays à travers le monde. Les chars comme les T-72 que certains pays détenaient. Les Américains sont allés chercher ça là-bas, à peu près partout dans le monde pour envoyer ça en Ukraine. Les Russes ont déjà détruit 7500. C'est pas petit, hein? 7500. Même les Américains, ce qui est dans tout le char là, c'est 5000 chars au total. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le stock de chars américains, ça fait 5000 au total. Or, les Russes ont déjà détruit 7000. Donc, vous comprenez déjà que tout ce qu'ils ont donné aux Ukrainiens, ça dépasse déjà même le stock de chars que possède l'armée américaine. Cela n'a rien changé sur le terrain. Ils disent donc, les HIMARS, les César, les trucs, toutes sortes d'armes qu'ils ont, ça n'a rien changé. Ils passent encore aux chars, à d'autres chars maintenant. Ah, ce sont des vrais bijoux, une haute technologie. Ça ne va rien changer. Après, ils vont dire, bon, on va envoyer les Mirage 2000 parce que la France a déjà dit, bon, elle étudie déjà l'histoire des Mirage 2000. Les Américains étudient déjà les F-16 et d'autres, la Pologne dit, bon, il faut monter une coalition pour envoyer des milliers d'avions. Donc, vous comprenez déjà, et ces avions-là, ce ne sont pas les Ukrainiens qui vont piloter, puisqu'ils n'ont plus assez de pilotes. Les pilotes ukrainiens ont été neutralisés. La majeure partie la plupart des pilotes ukrainiens ont été neutralisés. Et même ceux qui pilotent le peu d'avions qui donnent du temps en temps aux Ukrainiens, ce sont des mercenaires, des pilotes des pays membres de l'OTAN qui s'en vont là-bas pour piloter ça. Et donc, il faudrait que les gens le sachent. Donc, les avions qu'ils vont envoyer bientôt, là, ce sont des avions qui seront pilotés par trucs. Donc, ce sont les pays membres de l'OTAN qui sont impliqués là-dedans, en fait. Non, la Russie ne peut pas encore frapper totalement l'Ukraine. La Pologne et tout. C'est petit à petit. Vous savez, dans la vie, l'OTAN a beaucoup d'armes, a beaucoup de stocks d'armes. Ce que les Russes font, c'est de les laisser se désarmer petit à petit. Le bon moment viendra. Ce que les Russes font là, c'est de les laisser se désarmer parce que l'OTAN compte sur l'industrie militaire américaine, c'est tout. Parce que comme l'énergie est devenue coûteuse en Europe, leur industrie militaire ne pourront pas suivre la cadence. Et si jamais ils passaient à l'industrie de guerre, à l'économie de guerre, leur population vont se lever parce qu'officiellement, ils n'ont pas dit qu'ils sont en guerre. Sauf la ministre des Affaires étrangères allemande qui a dit aujourd'hui que l'Allemagne est en guerre contre la Russie officiellement. Donc, c'est la ministre des Affaires étrangères allemande qui a dit officiellement, lors d'un sommet, pour dire l'Allemagne est en guerre officiellement avec la Russie. Bon, c'est elle qui a fait la déclaration. Ça n'engage qu'elle. Mais les autres pays n'ont pas encore dit officiellement qu'ils sont en guerre contre la Russie. Ok. Donc, ils sont là se désarmer. Et pour avoir beaucoup d'armes, il faut changer d'économie. Il faut passer d'économie normale à une économie de guerre. Et ça va peser sur la population. Et donc, la population risque de demander des comptes à leurs dirigeants. Alors, ce qui va faire que eux, ils vont attendre à ce que l'industrie militaire américaine produise les armes pour qu'eux, ils achètent ça dans la main des Américains. Mais le fait de se voir désarmer de part et d'autre, parce que vous les voyez, ils n'ont pas une forte industrie militaire. La France, l'industrie militaire de la France n'est pas si puissante que ça.
L'Allemagne, il y a longtemps, les Allemands ne savent. Donc, c'est pas tout de suite, ils vont mettre ça en place pour faire. Non, c'est pas si puissant que ça. La Pologne, c'est la Corée du Sud qui alimente aussi la Pologne en char. Donc, eux tous, ils pensent aux Américains. Bon, quand ils sont là se désarmer petit à petit, petit à petit, d'ici un an, ou bien d'ici 6 mois, ils vont donner tout ce qu'ils ont comme char. Donc, la Russie va comprendre que ils n'ont plus assez de force terrestre. Parce que les chars qui vont remplacer maintenant les pays, les chars européens, seront les chars américains. Donc l'Amérique a déjà commencé à envoyer des chars en Europe de l'Est pour remplacer les chars occidentaux, puisque bientôt, dans peu de temps, il n'y aura plus de chars des pays membres de l'OTAN. Ils vont se désarmer et tout. Donc l'Amérique, les chars américains seront les seuls chars qui vont remplacer. Or, l'Amérique n'a pas énormément de chars. La Russie a plus de chars que l'Amérique. Même la Corée du Nord a plus de chars que l'Amérique. L'Amérique en a 5 000, la Corée du Nord en a 6 000, la Russie en a au moins 12 000. Mais auparavant, c'était 20 000 chars que la Russie détenait. Dans le stock russe, il y a 20 000 chars. Mais ceux qui sont opérationnels, ils sont 12 000. Mais la Russie peut réparer les autres pour que les autres deviennent opérationnels. Et donc, parce que les services de renseignement russes voient, quand ils vont comprendre que les différents stocks des pays membres de l'OTAN se sont réduits drastiquement parlant, c'est là maintenant la Russie va dire, bon, vous êtes parti trop loin. À ce moment-là, elle va maintenant faire la diplomatie. Parce qu'avant de déclencher une guerre totale, voici les signes qui vont montrer que la Russie va vouloir rentrer en guerre totale avec l'Occident. Si vous voyez la Russie interpeller ses ambassadeurs qui sont dans les pays membres de l'OTAN, est-ce que vous comprenez? Si la Russie les appelle pour dire non, c'est pour les consulter, c'est pour faire une consultation. C'est-à-dire l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis, le représentant de la Russie à l'ONU qui se trouve aux États-Unis. Si la Russie dit viens, celui de la France, en Allemagne, en Pologne, si la Russie les appelle, eux tous, sachez bel et bien qu'il y a une guerre qui se prépare. Parce que quand tu veux déclencher une guerre totale à un autre pays, tu ne laisses pas tes diplomates là-bas. Tu les appelles. Parce que si tu laisses tes diplomates là-bas et que tu déclenches la guerre, l'autre pays va mettre la main sur eux. Va les tuer. Or, dans chaque ambassade, il peut y avoir au moins 300 personnes, 200 personnes. Donc, ils sont énormes. Donc, si le jour où vous allez voir ces signes, la Russie est en train d'interpeller ses ambassadeurs, ses diplomates, qui sont dans les différents pays membres de l'OTAN, sachez bel et bien que non, ça ne sent pas bon. Et que dans les jours à venir, ça va péter. Remarquez bien, l'ambassadeur de la Russie qui était en Ukraine, avant les opérations spéciales, la Russie l'avait interpellé pour dire, bon, il faut venir, c'est une consultation. Mais nous qui savons que quand il y a un tel truc événement et puis on appelle quelqu'un pour dire une consultation, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que pour protéger la vie et les diplomates russes qui travaillaient au sein de l'ambassade, il fallait les interpeller pour quitter le pays. Dès qu'ils ont quitté le pays, 3 jours, 4 jours après, les opérations spéciales ont commencé. Le jour encore, vous allez voir la Russie envoyer ses diplomates envers ses alliés pour faire le tour des alliés de la Russie, interpeller ces diplomates, sachez bel et bien qu'il y a eu une guerre qui se prépare. Parce qu'avant de déclencher quoi que ce soit, la Russie va consulter ses alliés. Elle ne va pas se décider comme ça pour dire, bon, je lance. Parce qu'en face d'elle, c'est une grande coalition. Donc avant de se lancer dans une guerre totale avec les Occidentaux, elle doit être sûre qu'au cas où elle déclenche les hostilités, ou bien elle dit, bon, trop c'est trop, moi je vais répondre, je vais déclencher les hostilités, elle doit être sûre que ses alliés sont aussi prêts à s'engager avec elle. Et donc, pour les alliés qui n'ont pas d'armes nucléaires, la Russie peut dire, je vous garantis mon parapluie nucléaire. Si quelqu'un vous frappe avec une arme nucléaire, je répondrai avec une autre frappe nucléaire. Je vous garantis mon parapluie nucléaire. Donc, voilà un peu
La Russie sera dans l'obligation d'envoyer des diplomates en Corée du Nord, en Chine, en Iran, en Biélorussie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Arménie. Il y a Kurdistan, il y a plusieurs pays hein, qu'on ne connaît pas leur nom, mais qui sont trucs. Au Vietnam, hein, au Venezuela, au Cuba, au Brésil, en Afrique du Sud, et j'en passe. La Russie va envoyer des diplomates pour faire le tour de tous ces pays. Une fois qu'elle aura un retour positif pour dire nous sommes prêts à nous engager pour en découdre avec ceux-là, et que vous pouvez commencer les hostilités. C'est en ce moment-là, la Russie va dire bon, trop c'est trop, je vais répondre. Donc c'est en ce moment-là, elle va interpeller ses diplomates pour frapper maintenant la Pologne et la Roumanie. En retour, les pays membres de l'OTAN vont dire nous venons d'être attaqués officiellement, donc nous rentrons en guerre. Et c'est en ce moment aussi, les alliés de la Russie aussi vont décoller pour dire bon, nous faisons bloc, on va vous combattre. Voilà un peu ce qui se passe. On ne se lève pas comme ça un bon matin pour faire truc. Non, 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 non. Même la Pologne qui est zélée, avant d'entrer en Ukraine, elle va consulter ses alliés, les autres pays membres de l'OTAN pour dire, bon, nous, on veut emmener une armée en Ukraine et tout. Si ça dégénère, soutenez-nous. C'est comme ça que ça se passe. Les Américains, avant de faire quoi que ce soit, avant d'envoyer truc, les Américains ont fait quoi? Ils ont convoqué une réunion pour être certains que... Pourquoi l'Allemagne, au début, l'Allemagne hésitait? L'Allemagne hésitait parce que l'Allemagne voulait avoir la garantie des autres pays membres de l'OTAN au cas où elle envoie des armes en Ukraine et que cela dégénérait. Alors l'Amérique, la France, les autres pays vont lui venir en aide. C'est comme ça. Les Américains, eux seuls, ils ne vont pas se lever pour dire on donne. Non, non, non. Avant de faire quoi que ce soit, ils font des réunions. Dans le passé, c'était en Espagne, ils avaient fait leurs réunions. Suite à ça, ils ont envoyé les AIMAS et tout. Parce qu'ils voulaient avoir la certitude qu'au cas où il y aura une confrontation directe entre les Américains et les Russes, alors les Européens ne vont pas les laisser tomber. Et que les Européens sont prêts à s'engager auprès des États-Unis pour combattre la Russie. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi la Mongolie et tout. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. D'autres disent la Russie a été toujours un pays qui a assez de patience en fait. Vous savez, avant d'agir en Ukraine, elle a patienté depuis 2014. C'est jusqu'en 2021, en 2022, que la Russie a commencé à agir. 8 ans. Elle a laissé 8 ans passer avant d'agir. Donc les Russes, ce sont des gens, ils sont patients. Mais quand ils commencent à agir, ils ne laissent pas tomber. C'est ça la différence entre eux et les Occidentaux. Les Occidentaux, ce sont des personnes qui sont agitées, qui n'ont pas de patience, qui sont chauds. Les Russes, ce sont des gens qui sont très, très patients en fait. Donc, les gens pensent qu'ils sont faibles. Non, ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles. C'est ça la différence en fait. Donc, quand ils disent ne faites pas ça et que les gens font, ils disent ok, ne faites pas ça, ils disent ils ne nous font plus peur. Leur ligne rouge, on a traversé ça, il n'y a rien. Donc, ils sont sûrs d'eux, ils sont convaincus que non, ils peuvent faire n'importe quoi. Et un bon jour, l'ours va dire bon, trop c'est trop, je passe à l'acte. Je passe à l'acte. Et donc, c'est ceux qui savent, ils savent. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent. Les Russes ont été toujours patients. Ils agissent toujours à la dernière minute. Ce n'est pas des gens qui se précipitent. Ce n'est pas des gens qui sont des ventes en guerre, qui disent non, non, non. Eux, ils sont toujours calmes. Tu fais, tu leur donnes des coups, tu leur donnes des coups, tu leur donnes des coups. Et un jour, ils ripostent. Et quand ils ripostent, ils laissent plus à faire. Ils sont avec toi. Non, 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 non. Ils sont sincères. Comment ça, ils ne sont pas sincères? Ils sont sincères. Les alliés de la Russie sont sincères. C'est pas parce que... Est-ce que la Russie leur a demandé une aide? La Russie n'a jamais demandé d'aide à ses alliés pour dire venez nous en aide. Non. La Russie n'a pas encore demandé d'aide à ses alliés. Elle seule, elle se dit, elle peut encore tenir.
elle se dit, elle peut mener les opérations et qu'elle n'a pas encore besoin d'aide. La Russie n'a pas fait d'aide à la demander d'aide à la Chine, à la Corée du Nord, à l'Inde, à tant de pays. La Russie n'a pas demandé encore d'aide. Donc ne vous inquiétez pas. S'ils ne demandent pas d'aide, c'est que même la Corée du Nord avait proposé 100 000 soldats nord-coréens. Poutine a dit non, il ne veut pas. Oui, oui, la Corée du Nord avait dit qu'elle voulait donner 100 000 personnes pour venir combattre auprès des trucs. Poutine a dit non. Donc, laissez, ne vous inquiétez pas. La Russie est un vrai pays. Hein. Tout ce que les gens disent, le tabac qu'ils rencontrent. Oui, oui, oui. L'armée russe, si ce n'était pas une vraie armée, vous pensez que l'armée russe pouvait résister pendant 1 an face à cette coalition qui donne toutes sortes de trucs, de technologie, armes, munitions, trucs, des mercenaires et tout? Non. Quand vous regardez les pays membres de l'OTAN, qui peut tenir face à une très grande coalition qui vont s'unir pour combattre un pays membre de l'OTAN qui va tenir? Même les Américains ne vont pas tenir. Si c'était les Américains il y a longtemps, ils vont utiliser l'arme nucléaire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Oui, oui, oui. Si c'était eux, ils allaient utiliser l'arme nucléaire parce que c'est des gens, quand ils voient que non, c'est chaud sur le terrain, ils font recours à l'arme nucléaire. C'est ce qu'ils font toujours. Après l'Amérique, est-ce que la France peut tenir face à une très grande coalition comme ça? Elle ne peut même pas tenir 5 mois. Qui? L'Angleterre? L'Angleterre va tenir combien de temps face à une très grande coalition? Non, les Anglais ne vont pas tenir. Qui? Les Allemands, ils ne vont pas tenir. Qui? Donc vous devez savoir que la Russie est un gros morceau, est une véritable puissance. Malgré leur coalition, ça fait 1 an. Elle a reculé un peu, mais elle est là prendre l'initiative. Elle est là mater cette coalition de l'OTAN. La Russie seule est en train de les mater. Est sur le terrain, sans intervention de ses alliés. Imaginons que la Chine dit, bon, nous on intervient. On donne au moins 10 millions de soldats. Vous pensez que les Occidentaux peuvent? Mais ils pensent qu'ils ont assez de trucs de main d'œuvre. Non, non, la Chine c'est 1,5 milliard. L'Inde c'est 1,3 milliard. Il leur suffit de dire, bon, on donne 100 millions de soldats. 100 millions de soldats. Et puis c'est fini. Ils vont envahir toute l'Europe, on dirait Mania. Waouh, waouh. Vous rigolez. Ah oui, les Chinois, c'est des grands bosseurs. S'ils sont en conflit, vous allez voir tous les Chinois en train de se mettre au travail, en train de bosser 24 heures sur 24 heures. Les Russes aussi. Dans le passé, ils ont déjà connu ça. Ils vont bosser. En Europe ici, qui va bosser? Tu vas leur demander de bosser, ils vont dire on est payé à combien? Ils vont chercher l'argent. Est-ce que... Mais là-bas, là, les Slaves et les Chinois, même sans 1 franc, eux, ils vont bosser. Hein, parce que si on leur dit qu'ils sont en guerre, ils vont bosser 24 heures sur 24 heures. Même sans qu'on ne leur donne quoi que ce soit. En Europe, tu vas leur demander de bosser. Ils vont dire, mais on est payé à combien? Mais c'est ça. Ils ne peuvent pas tenir. Non, la Russie est dans une alliance militaire. C'est parce que les gens... La Russie est dans une alliance militaire. Elle est alliée, elle a une alliance militaire. Comme l'OTAN. Vous ne le savez pas? Aussi, la Russie a une alliance militaire. Mais elle n'a pas encore demandé une aide quelconque à ses alliés. Il faudrait que les gens le sachent. La Russie n'a pas encore demandé une aide quelconque à ses alliés. Sinon, elle est dans une alliance militaire. Donc voilà en fait. Non, la Russie va gagner. Elle va gagner. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand les alliés de la Russie vont se mêler là-dedans, là, ils auront assez d'armes. Parce que depuis là, ils n'ont même pas encore touché leurs armes. Les Occidentaux ne font que prendre tout ce qu'ils ont dans leur stock. Donc si ça dégénère là, les autres seront mieux équipés que les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Pendant qu'elle fait là-bas, Sergei Lavrov est en train de faire une tournée africaine. Parce qu'il y aura bientôt une réunion entre l'Afrique et pour créer une monnaie en dehors, une monnaie qui ne sera pas le dollar, c'est-à-dire permettre à certains pays
d'utiliser une autre monnaie que le dollar et l'euro. Et Sergei Lavrov a dit la prochaine réunion des BRICS, c'est pour mettre cette monnaie sur pied. Le Brésil, le nouveau président brésilien, il allait voir, il a vu le président Tricot argentin pour dire qu'ils n'ont qu'à créer une monnaie commune qui va leur permettre de ne plus utiliser le dollar et l'euro. Et en coalition, et il a parlé aussi à la Russie pour dire qu'il veut une monnaie commune. Mais il veut que l'Argentine soit là-dedans. Puisque le Brésil fait partie des BRICS. Donc voilà, ils sont là créer un autre bloc monétaire. Et c'est ça, l'Occident ne veut pas entendre parler de ça parce que là, il s'agit d'une question du dollar qui est en jeu. Et si les Américains perdent le dollar, c'est-à-dire si le dollar n'est plus la monnaie unique du monde, ils vont utiliser quoi comme pression pour sanctionner les gens et les faire au pays? À ce moment-là, ceux qui avaient peur des États-Unis à cause des sanctions, ils vont dire, bon, on s'en fout de vous. Et militairement parlant, si le bloc russe gagne, ils ne vont plus faire peur à qui que ce soit à travers le monde. Vous voyez, s'ils te menacent, ils disent à la Russie, venez nous aider, et puis c'est fini, ta sécurité est garantie. C'est l'enjeu qui se joue en Ukraine, en fait. Lui qui perd, il contrôle le monde. Non, lui qui perd, il n'a plus de contrôle dans le monde. Lui qui gagne, il contrôle le monde. Et si tu perds là, tu perds tes alliés. Tu perds aussi ta zone d'influence. L'Allemagne avait colonisé des pays en Afrique, non? Le Togo, le Cameroun et tout. Quand l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous me comprenez? L'Allemagne a perdu le Cameroun, a perdu le Togo. Et la France a pris ça. C'est comme ça. Quand tu perds là, aujourd'hui, la France a des colonies en Afrique. Les Américains dominent certains pays. Mais s'ils perdent, ils risquent de perdre leur colonie qu'ils ont là-bas. Parce que ce n'est pas eux qui vont encore décider. Ceux qui vont décider là, ils vont avoir une très grande influence et puis eux, ils ne peuvent plus contrecarrer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui se passe en Ukraine. Tu perds ta zone d'influence. Lui qui gagne là, il prend ta zone d'influence. Et c'est ce qui se passe. Sur ce, on se laisse. Donc, on est ensemble. Chers parents, chers amis. Ciao et bonne nuit à tous et à toutes.